Et on va continuer cette petite balade ensemble. On va continuer avec un texte, avec de la poésie, puisqu'on va écouter Alix Merle qui nous parle de ses humeurs à travers ses textes. Des textes assez intimes, ma foi s'il en est. Je vais me permettre de trouver cette petite description tout de suite. Quelque chose m'a saisi. J'ai été impacté. J'ai eu envie d'écrire et de mettre en mots. Que s'est-il passé? Comment ai-je dansé avec lui, avec eux? Pourquoi l'égotisme de leur côté et la confluence du mien? Lorsque je me remémore en ces deux moments, ma mémoire me piège. Le visionnage est confus, je plonge dans des souvenirs déformés, je m'arrange avec eux, je projette, je rétro-fléchis, mais j'assume toutes les dérives de mon imagination. Écrire, c'est faire émerger une figure et la laisser tranquillement se dissoudre dans le champ. Écrire, c'est faire processus. Plus tard, quand j'aurai fini d'écrire, je passerai à autre chose, j'irai vivre d'autres moments, avec d'autres garçons, avec la certitude que ces deux expériences et leurs analyses se sont fixées quelque part, qu'elles me permettent d'élargir la palette des possibles, d'inventer, de pouvoir m'adapter de manière créative à la nouveauté. Voilà, donc Alix Merle, une artiste qui nous vient des Beaux-Arts de Toulouse et qui a poursuivi son cursus à la Haute École d'Art de Design de Genève, la HED, voilà, qui nous présente ce soir un magnifique texte qu'elle a enregistré tout à l'heure et que je m'en vais vous diffuser tout de suite. On écoute tout de suite Alix Merle sur Radio Mojo et on revient juste après avec un peu de musique, plein d'autres artistes, de nouveaux jeux de concours. On retrouvera évidemment les conseils du docteur Pepuzzi, le cher docteur Pepuzzi qui va vous dire comment vous protéger en ces temps de confinement. Bref, tout ça sur Radio Mojo dans l'émission Murmure. Vous êtes bien sur l'épisode 2 de Murmure. On écoute tout de suite Alix Merle et on se retrouve juste après ça. Allez, on est bien. Après avoir passé la nuit avec lui, reste le lendemain. On poursuit la journée ensemble. Pas très frais, encore vaseux des excès de la veille. Je sors de chez lui vers 16 heures. Je rentre, je m'enfonce dans le canapé du salon. Je suis séchée, un point au ventre, un vide triste. J'ai l'impression d'avoir avalé un gâteau daubé. Il a joué le grand jeu. Ah ça oui, avec son ego c'est sûr, il a pu goûter à l'essence même de son être, délectation profonde et globale. C'est sûr il s'est fait plaisir. Regarde comment je vis, à quel point je suis intéressant, regarde, admire mon aisance, mon éloquence. Je suis un corps charnel, un corps plaisir, un corps qu'on touche, qu'on embrasse. Avec respect, rien à redire, le mec est attentif. Mais c'est moi qui fais jouir. Moi, je ne jouis pas. D'abord, il y a le réveil. Tout droit sorti du lit, on s'installe à la table de la cuisine. Il me sert un café, m'offre une brioche, et ça commence. Ça me pète à la gueule. Hier, l'ivresse m'avait mise à l'abri, mais là, à mesure qu'il parle et que son ego se gonfle, le mien rétrécit pour aller se cacher droit sous la table. Je ne dis rien, je coupe, je zappe. Assise à cette table avec lui, je suis à côté de mes pompes. Sa présence me renvoie à ma propre ignorance, à mon manque de passion, à mon manque de substance. Je suis coupable de ne pas savoir, coupable de ne pas assez lui plaire, coupable de ne pas avoir de la gouaille et une grande gueule. La brioche est finie. Il ne me voit pas. Il préfère me faire le récit de sa vie, ses études de journalisme, sa carrière d'artiste. Il me parle des surréalistes, de politique culturelle, de ses parents normands. Il répond avec aplomb à toutes mes questions. Il a un avis sur tout. Il sait, et moi je ne sais pas. Pour garder la tête hors de l'eau, j'essaie de m'imposer. J'ai vraiment la sensation de devoir aller au charbon. C'est une sorte de combat. Les mots sont armés. J'ouvre ma bouche, j'essaie d'en placer une, mais ce sont des banalités qui sortent. Tout ce que je dis ne résonne pas. Et à mesure qu'il parle, mon vocabulaire se réduit à 4 expressions valises. C'est chouette, ouais, j'aime bien, c'est beau, c'est super. Ah oui, je pose des questions aussi. Je me transforme en mitraillette à questions. Raconte-moi comment tu vas. Il faut le relancer toujours, sinon il y aura le silence. Et je ne veux pas me frotter au silence. Le silence, c'est la défaite. Gentiment, j'acquiesce. Je dodeline de la tête. Toute sourire. Je suis en soutien. La passivité même. Putain, j'écoute ce type et son discours en carton et ça me pompe une énergie folle. Mais je continue. D'où vient ce dévouement dont je fais preuve? Aucune idée, mais j'y vais, avec ferveur. Il a visiblement besoin d'un contenant dans lequel déverser ses mots, car ça ne s'arrête pas. Et si on occulte la partie de sport de chambre, il n'y a pas rencontre là. Non, depuis le début de la matinée, le mec ne m'a pas posé une seule question. Et s'il était venu chez moi?
Et s'il avait quitté sa zone pour venir dans la mienne? Et si c'était mon lit, ma chambre? Non, il n'a pas pris le risque. Moi non plus d'ailleurs. Je n'ai pas proposé, en général je ne propose pas. J'aurais peut-être dû, en le voyant, je me dis que ça a l'air plus facile de jouer à domicile. On est dans son lit, dans ses draps, on connaît le chemin des chiottes. C'est sécurisant. Sur le retour, la colère remplace les maux de ventre. J'ai collaboré sans broncher. J'ai fait image. Il a pu jacasser sans interruption, exposer l'incroyable homme qu'il était devant témoin. Une jeune femme l'a regardé. Je devine qu'il sort ce même cinoche à chaque fille qu'il ramène. Ça me blase, j'étais pas dupe. J'avais cerné son besoin avide de plaire. J'ai le même, sauf que moi, j'arrive pas à la ramener, ça doit pas être dans mes gènes. Difficile de pas sentir ce besoin qui le pousse à vouloir être reconnu. Il appâte la donzelle, comme dirait mon oncle Roger. Il agit sa puissance par les mots, donne du contenu, compose son affaire comme un peintre, un vrai poète. Il fait partie de ces gens qui savent bien parler. L'hégémonie du langage a pris la place sur le réel, coupant tout contact sensible avec l'autre. Le langage comme barrière de protection, comme écran de fumée. Qu'a-t-il lâché de son discours pour rentrer en contact avec moi? J'aurais dû me barrer tôt le matin. J'aurais dû prendre mes affaires et me tirer. Il y a eu la colère, dirigée contre mon adversaire. Il est gonflé, ce mec, pour qui il se prend? Mais il y a eu surtout eu cette sensation grave, ô combien inconfortable, celle d'avoir été un pion silencieux au service de l'autre, incapable d'agir. C'est comme si deux hommes tenaient fermement un miroir où je pouvais me voir, bloqué dans une impasse, avec la frustration de ne pas être apparu.